Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission CEF Débat, une émission auquel nous débattons sur plusieurs sujets de l'actualité qui fait la une. Nous avons les sujets internationaux et aussi les sujets nationaux. Aujourd'hui, nous allons parler sur la politique interne, internationale et congolaise. Je vais aussi vous dire que nous avons un invité ici dans notre plateau. Il s'appelle bien Monsieur Mathieu Takizala. Monsieur Mathieu Takizala, il est DG des spéciales auto garage. Il est aussi analyste politique et économique. Monsieur Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes très contents de vous recevoir ici dans notre plateau pour parler de quelques sujets d'actualité. Le plaisir est partagé. Vous savez que le monde est en ébullition et comme le monde est en ébullition, nous devons faire des sortes pour bien faire des choses en République démocratique du Congo en tenissant compte de tout ce qui est l'ébullition mondiale, géopolitique, géoéconomique et cela infecte de plus en plus la République démocratique du Congo. Je remercie aussi votre responsable parce que Dipumba, c'est un garçon où on voit qu'il a apporté les innovations, parce que tous les médias communautaires de la place occidentale qui ont commencé comme des chaînes YouTube et voir que quelque chose qui commence comme une chaîne YouTube aujourd'hui c'est une chaîne de télévision en République démocratique du Congo. Personnellement, en tout cas de là où il est, à Lyon, je crois que c'est des hommes comme ça que le Congo on en a besoin de temps en temps et puis traiter les thématiques entre la République démocratique du Congo et la France. Moi-même, je suis diaspora qui réside en France comme votre patron Didi Pumba. Nous retournons de temps en temps au Congo pour compléter ce qui ne va pas en République démocratique du Congo. Je crois que le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Monsieur Takizala. Nous allons commencer par un sujet qui fait vraiment la une jusqu'à présent. Nous allons parler sur la guerre Ukraine et la Russie. Nous allons vous laisser un peu d'évoquer sur les conséquences que cette guerre a aujourd'hui sur le plan mondial. Cette guerre, tout le monde est en train de suivre le média, voir en sorte que comment est-ce que cette guerre, ça perturbe vraiment l'économie de différents pays. Et Monsieur Mathieu Takizala va essayer un peu de nous éclaircir sur les conséquences économiques de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui quand vous regardez, le démoteur de l'économie européenne, c'est l'Allemagne, c'est la France. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que 76% de l'énergie allemande provient de la Russie. Et puis, l'Ukraine est le pays transiteur. Ça signifie que les viaducs de gaz ou de fossiles qui rentrent en Europe passent par l'Ukraine. Un deuxième élément de ces conflits, pourquoi nous sommes touchés, c'est aussi dans le terrain alimentaire, matières premières alimentaires telles que le bleu. Aujourd'hui, et la Russie et l'Ukraine, ce sont deux pays qui produisent le blé. Or, ces deux matières qui permettent aux économies d'être actives sont dans le marché international, ce qu'on appelle la bourse. Quand vous regardez aujourd'hui, la bourse de New York, qui soit la bourse d'Allemagne ou la bourse de Londres, le matière première d'origine fossile, qu'on appelle pétrole, monte. Et le matière première aussi, d'origine alimentaire, que nous appelons bleu, augmente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que, comme cette crise a infecté les grandes économies, nous, la République démocratique du Congo, qui a une petite économie qui dépend uniquement des métaux, brut, quand vous regardez à l'heure actuelle, avant la crise russo-ukrainienne, on avait aussi la crise de Covid-19 qui continue toujours à perdurer. Quand vous allez en Chine, vous allez voir que la Chine a ce qu'on appelle le politique des zéro Covid. Zéro Covid, ça signifie que les usines chinoises ne tournent plus comme avant. Et comme cette crise est autour de l'énergie, ça fait que vous allez voir que les États-Unis ont de flamber parce que l'inflation américaine tourne autour de 8,5 et l'inflation au niveau de la moyenne européenne est autour de 7 points. Et en Chine, il y a aujourd'hui les éléments que la Banque mondiale et l'FMI
est en train de mettre sur les espaces publics, c'est-à-dire que la croissance chinoise recule, la croissance américaine recule et la croissance européenne recule. Mais nous, un pays qui dépendait de ces économies, automatiquement, on se fragilise parce qu'on ne va plus acheter le métaux comme avant. Un autre élément, c'est quoi? Un paradoxe de l'économie congolaise, ça signifie que 90% de ce que nous consommons en République démocratique du Congo, madame, provient dans les autres économies lointaines. Or, avec la crise d'Ukraine, où nous avons l'augmentation de produits pétroliers, ça veut dire que le coût augmente aussi. Mais comme le revenu en République démocratique du Congo, elles sont faibles, bon nombre de Congolais ne travaillent pas, même ceux qui travaillent, le salaire ne fait pas face à la réalité de la vie, et cela va devenir encore de plus en plus difficile en République démocratique du Congo. Je crois que l'informel, on l'a laissé pendant longtemps, vu que le PC de l'informel, l'activité marchande en République démocratique du Congo, s'est fait à 95%, madame, autour de l'industrie de l'informel. Ça veut dire que nous avons l'informel, nous avons l'absence de la productivité locale, tout ce que nous consommons vient dans les autres économies, et quand on se frustre encore, le PC de l'économie tournait uniquement autour des royalties douanières, aujourd'hui, de plus en plus les conteneurs ne viennent plus comme avant, et le PC de l'économie congolaise se faisait aussi autour de ce que nous appelons les royalties minières. Mais je viens de vous dire qu'avec le flambé de matières premières, la plupart des économies qui commercialisaient avec le République démocratique du Congo ne vont plus acheter. Deuxième chose, les produits vont augmenter, et c'est pour ça que vous voyez que la République démocratique du Congo a fait l'erreur de ne pas diversifier son économie. Et que doit faire la RDC aujourd'hui pour s'en sortir de cette crise? D'abord, il faut des politiques publiques claires en matière budgétaire et monétaire. Ça veut dire en matière budgétaire, c'est quoi? Il faut baisser l'imposition sociétale en République démocratique du Congo. Au moment où nous sommes en train de parler, vous allez voir ici en République démocratique du Congo, la semaine dernière, il y a eu ce qu'on a dit l'augmentation de salaire des fonctionnaires de la République démocratique du Congo à l'auteur de 30%. Mais quand vous regardez, tout le monde n'est pas fonctionnaire en République démocratique du Congo. Ça signifie qu'il y a aussi les travailleurs du côté des sphères privées. Mais qu'est-ce que le Maroc fait? Le Maroc, avec cette inflation, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il faut prendre aussi le modèle que les autres mettent sur le terrain pour lutter contre l'inflation ou le recul de la croissance dans des zones qui économiquement prospèrent. Ça veut dire que le Maroc il vient de rentrer en négociation avec le monde syndical et le monde patronal marocain pour chercher des voies et moyens. Parce qu'en économie, madame, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez une inflation qui est à l'auteur, par exemple, de 8%, ça signifie que le paye ou le salaire doivent augmenter aussi à l'auteur de 8% pour que celui qui gagne la paye puisse se faire face à la réalité. Mais nous, à la République démocratique du Congo, le Maroc vient de... Et parce que le salaire aussi sont sectoriels. Il faut des négociations secteur par secteur pour permettre aux entreprises qui sont à la République démocratique du Congo d'essayer un peu d'augmenter le salaire. Mais aujourd'hui, depuis Covid-19, moi je suis un chef d'entreprise, directeur général de spécial autogarage. Qu'est-ce que nous sentons sur le terrain? Le moral des chefs d'entreprise en République démocratique du Congo, elle est faible. Et en général, même en Afrique francophone. Vous allez voir qu'en Afrique francophone, nous sommes en retard par rapport à l'Afrique anglophone ou l'Afrique lusophone ou l'Afrique maghrébine. L'Afrique maghrébine, il y a des pays qui font l'exception, tels que le Maroc aujourd'hui. Le Maroc, à part le secteur non marchand qu'on appelle le secteur public, mais il essaye de compenser aussi dans le secteur marchand. Ça fait que des entreprises, on rentre en négociation et avec des syndicats et avec le monde patronal pour chercher des voies et moyens comme l'inflation elle est galopante pour compenser les non-manques à gagner et faire face avec les agents économiques qu'on appelle le ménage et les entreprises. Et aujourd'hui, les étudiants qui résidaient en Ukraine, ils ne sont plus là, ils sont maintenant en France. Mais aujourd'hui, la France dit que les étudiants dans le pays ne sont pas en guerre plutôt. Nous avons l'exemple de la RDC. On a dit que la RDC n'est pas en guerre, comme l'a dit Jules Alinghetti. Aujourd'hui, la RDC n'est pas en guerre et les étudiants doivent maintenant rentrer dans leur pays. Ils ont un délai. Ils ont vraiment un délai de jusqu'au 20 mai. Les étudiants congolais
qui résidaient plutôt en Ukraine doivent maintenant rentrer dans leur pays. Comment vous jugez cela? La RDC n'est pas parmi les pays qui sont en grève aujourd'hui. Comment est-ce que vous essayez un peu de juger cette analyse? Bon, madame, vous savez, le contexte international, elle n'est pas calme aujourd'hui. Je crois qu'en France, à l'heure actuelle, nous sommes dans l'euphorie électorale. Et en général, vous connaissez bien que les politiques, lorsqu'ils sont dans l'euphorie électorale, le populisme aussi prend l'espace sur l'espace public, et surtout que l'élection française de cette année, il n'y a pas vraiment de résultats d'intérêt social. Ça signifie que les extrêmes ont gagné l'espace parce qu'il y a beaucoup de frustration. Ça a commencé avec les gilets jaunes, mais les politiques n'ont pas compris que ça va fragiliser les partis politiques traditionnellement et qui ont toujours l'habitude de gouverner la France. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je crois que la République démocratique du Congo a une ambassade sur la place parisienne. Et normalement, la mission diplomatique congolaise doit commencer à compenser. Et quand la guerre de l'Ukraine a commencé, on a vu par exemple des pays comme le Nigeria, le pays comme le Ghana, qui a essayé de commencer à hausser le ton, même la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait un traitement qui n'était pas égal aux ressortissants du continent européen par rapport aux originaires de l'Afrique subsaharienne. Donc logiquement maintenant, en diplomatie, je pense que nous sommes représentés aujourd'hui sur le sol français avec un ambassadeur. Ou même en Europe, il y a la plupart des États européens, qui soit la Belgique, qui soit l'Allemagne, qui soit l'Ukraine, qui soit par exemple l'Angleterre ou l'Italie, nous sommes représentés par des ambassadeurs, mission diplomatique congolaise. Maintenant, il fallait maintenant regarder le statut aussi, parce que ces États européens, ce sont des États administrés, avec des administrations avancées. Quel était le statut de ces étudiants aussi? Parce qu'il y a des conventions qu'ils doivent respecter. Est-ce qu'ils avaient des statuts de réfugiés? Parce que les réfugiés partout au monde peuvent aussi être protégés par les conventions de Genève qui protègent les réfugiés. Ou ils avaient des statuts d'étudiants. Mais maintenant, s'ils avaient le statut d'étudiants, ils n'ont pas fui l'Ukraine par leur propre gré. Ils quittent l'Ukraine parce que l'Ukraine est en conflit militaire. Alors logiquement, du côté des États européens, ils doivent comprendre, parce que quelqu'un qui fuit la maison, qui est en fait, vous n'allez pas dire, est-ce que ces gens-là, ils sont venus en France parce qu'ils voulaient être en France? Non. La guerre est en Ukraine. Aujourd'hui en France, nous voyons bien qu'ils acceptent les Ukrainiens qui fuient la guerre. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, avec le contexte de l'élection française, bon nombre de politiques vont essayer un peu de... Non, mais ça, ce n'est pas arranger les choses. La République démocratique du Congo est la deuxième nation francophone au monde, en superficie, en démographie. Et aujourd'hui, culturellement, nous avons des énormes amis. Vous appuyez aussi que la RDC n'est pas en guerre, c'est ça, c'est pourquoi les étudiants... Non, mais je crois qu'aujourd'hui, si nous avons MONUSCO en République démocratique du Congo, ça veut dire que la RDC, il y a un conflit reconnu internationalement. MONUSCO, c'est la mission onusienne, madame. Et MONUSCO, pour aller quelque part, c'est la résolution votée à New York par l'Organisation des Nations qu'on appelle aujourd'hui Nations Unies. Lorsque vous avez une représentation, un contingent de MONUSCO dans un pays, ça signifie que ce pays est avec des conflits militaires. Mais le directeur général de l'UGF a dit qu'il n'y a pas de guerre en RDC. Je crois que c'est son opinion, mais si, lisez bien, vous êtes journaliste. Et si nous avons une mission, est-ce que tous les États africains ont une mission onusienne? La mission d'observation onusienne va dans des zones de conflit. Et si aujourd'hui nous avons MONUSCO ici, madame la représentante du secrétaire général, cher Anthony, l'ancien premier ministre portugais, est à Kinshasa parce qu'il y a des conflits en République démocratique du Congo. Ok, monsieur
Monsieur Taki Zala. Nous continuons toujours avec... Bintou Keïta, Madame Bintou Keïta, voilà. Et à Kinshasa, pourquoi? Nous sommes toujours à la France et réélection de Emmanuel Macron aujourd'hui. Nous avons vu il y a plusieurs pays qui l'ont félicité parce qu'il est de nouveau encore président de la France. Et vous, étant qu'analyste politique aussi économique, comment est-ce que vous jugez cette réélection? Bon, d'abord, sur la 5e République, Emmanuel Macron prend le 2e mandat, mais avec des millièmes de difficultés, parce que la France, on avait été habitué avec deux pôles, la gauche et la droite. Mais lorsqu'Emmanuel Macron arrive, il fragilise la gauche et la droite. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? Les extrêmes ont trouvé le couloir. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans le régime politique de la République française, ça signifie que c'est ce qu'on appelle semi-présidentiel. Vous pouvez gagner l'élection présidentielle, mais si vous n'allez pas avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, automatiquement, ce n'est pas le Emmanuel Macron qui sera à la tête du gouvernement français. Ça va être ce qu'on appelle une cohabitation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voyez des gens, à l'heure actuelle quand nous sommes en train de tourner cette émission, hier, il y a déjà des accords législatifs entre Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble de la gauche. Ils ont signé déjà hier avec les écologistes. Les écologistes, Jadot avait 4% au premier tour de l'élection présidentielle. Et ils sont en pourparlers avec les communistes. Après, ils sont en train de négocier avec des socialistes. Mais en sachant déjà que le parti de François Mitterrand, c'est le parti des élites. Ça fait qu'aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon réussit d'avoir l'alliance de la gauche, là, ça commence à devenir sérieux parce que le fonds social va monter contre Macron. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des sérieux problèmes sociaux en République française. Un autre élément, c'est quoi? Le montée de l'extrême droite avec Mme Marine Le Pen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron gouverne plus vers le centre droit. Or, si on est entré, ça commence à murmurer du côté de la politique française, où on voit que Bayrou, qui représente un peu le fibre sociale du centrisme français, et un autre acteur de la droite française, qui est avec Emmanuel Macron, qui cherche à avoir l'autonomie à l'élection législative. Ça veut dire que l'élection législative, ça sera extrêmement difficile. Il y aura beaucoup de triangulés qui vont se faire. Quand vous voyez des gens, c'est pour ça que vous voyez que Mélenchon a compris que le 3e tour était jouable. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, le 2e tour c'est déjà passé. Emmanuel Macron a proclamé le président de la République, mais il n'a pas encore la majorité. Ça veut dire qu'il faut aller dans l'élection législative. C'est pour ça que vous voyez que mais entre Zemmour et Marine Le Pen n'a pas fait des alliances de l'élection législative. Je crois qu'Emmanuel Macron, s'il veut avoir la majorité, il doit changer sa façon, le discours. Mais il va faire l'alliance avec qui? Parce qu'il faut avoir des réserves. Peut-être avec la droite. Donc, or, s'il fait l'alliance, parce que lui, il gouverne déjà avec le centre droit. Or, le problème social qui sont en République française, c'est pour ça que vous avez vu que cette élection, le 2e tour, le taux des gens qui ne sont pas allés aux urnes, c'est autour de 28%. Quand on fait le 28% de l'écart électoral français, c'est près de 13 millions de gens. L'abstention était de 28%, madame. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup de frustration, le pouvoir d'achat, le flambé des prix, les gens qui ne travaillent pas. Donc là, il faut gouverner avec une fibre sociale. Et c'est là où moi je trouve que peut-être on n'échappera pas avec une cohabitation de ce 2e mandat d'Emmanuel Macron. Mais la réélection de Emmanuel Macron actuellement, c'est comme l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'avait pas aussi la majorité à l'Assemblée nationale. Au moins, il y a à faire l'union sacrée aujourd'hui. On a déjà connu ça, mais ça, vous savez, là, les alliances, là, on a un 2e tour de l'élection. Ça signifie que le 2e tour d'élection, c'est à base des projets sociétals et des projets politiques que les gens se rallient. Et vous voyez que ceux qui se rapprochent, même il y a des divergences, là vous voyez que la gauche cherche à se regrouper avec la gauche. Maintenant, le problème d'Emmanuel Macron, c'est ce que nous disons. Ça signifie que le vrai problème d'Emmanuel Macron, il faut qu'il essaye d'aller vers la gauche.
donc le fibre social. Ok, c'est qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron, c'est la partie libérale. Ainsi que la France, c'est le pays des syndicats, c'est le pays de l'ouvrier, ainsi de l'autre côté. Maintenant, l'ouvrier et la classe moyenne sentent comme s'il est fragilisé. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème de cette élection de 2022 d'Emmanuel Macron. Une autre problématique, c'est le français aujourd'hui. Il y a un bon nombre de Français qui essaient aussi de chercher à avoir l'autonomie vis-à-vis de la communauté européenne. C'est ce que nous appelons l'Union européenne. Parce que pour eux, et la plupart sont en difficulté sociale, l'absence de travail, mais ils voient comme si que l'emploi qu'ils pouvaient occuper, ce sont les entreprises européennes qui essaient de récupérer. C'est là où nous disons, nous les analystes, en connaissant bien la politique de la 5e République française, il faut que Emmanuel Macron puisse comprendre qu'il y a beaucoup de frustrations sociales en République française aujourd'hui. Je crois qu'il doit essayer un peu de tenir compte de cette montée de l'extrême droite et cette montée de l'extrême gauche pour faire de sorte qu'au 3e tour de l'élection de la République française, qu'on appelle l'élection législative, pour qu'il puisse trouver la majorité à l'Assemblée nationale. Mais c'est vraiment le match qui est un peu rude aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Avant de chuter ces sujets internationaux, pouvez-vous nous dire en fait, entre ces différents candidats de la France, nous avons Emmanuel Macron, Le Pen et autres, pour vous vraiment, étant qu'analyste, qui est le meilleur candidat qui pouvait prendre cette place? Bon, aujourd'hui, il faut savoir que le contexte de l'élection de 2022 au niveau de la République française, ça signifie qu'on était habitué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on était habitué avec l'offre politique venant des deux blocs. Mais depuis que le mouvement En Marche est arrivé, les deux blocs s'est fragilisé. Et les deux blocs, avec la mondialisation de l'économie, avec les mutations qui se sont faites dans le système politique mondial, les deux blocs de la politique française ne sont pas réinventés, tels que la droite et la gauche française. C'est pour cela Emmanuel Macron, comme les frustrations, il y avait en fait les Françaises et nous tous là qui vivent en République française, on avait comme si les politiques ne préoccupaient pas vraiment des vrais problèmes profonds de la société française. Et c'est ce qui a fait que Emmanuel Macron a gagné l'élection. Parce que lui, il prônait les réformes, il prônait le changement de faire la politique. Mais ce qui s'est passé, que lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé, les choses sont amplifiées beaucoup du côté de la société, dans la partie sociale et dans la part de perte de pouvoir d'achat des Français. Et vous voyez que ça a commencé avec les gilets jaunes, dans des ronds-points. Maintenant, et on croyait qu'avec les débats qu'Emmanuel Macron avait animés à l'époque, que ça pouvait inverser la vapeur, mais bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que de plus en plus, les extrêmes, quand ils gagnent dans un territoire, ça signifie qu'il y a un repli social, il n'y a plus d'avancement. Mais il n'est pas un candidat compétent, on dira. Non, mais je pense... Favorable. Non, vous savez, en politique, l'horloge de la politique fonctionne différemment avec les compétences scientifiques des uns et des autres. Les compétences d'un politique, c'est quoi? C'est diluer les frustrations, faire avancer l'enveloppe collective. Mais aujourd'hui, quand vous regardez que vous avez des extrêmes qui deviennent logiquement comme si les partis traditionnels, donc automatiquement, il y a eu beaucoup de choses qui ne se sont pas évoluées dans la gouvernance d'Emmanuel Macron. Les noms du meilleur et le problème en est, c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons une Marine Le Pen en position challenger et un Jean-Luc Mélenchon qui devient automatiquement le leader de la gauche française aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Maintenant, nous entrons dans le sujet national. Nous allons retourner ici en République démocratique du Congo pour essayer un peu de numérer quelques sujets qui font la une de l'actualité aussi. Aujourd'hui, nous avons la loi électorale. La loi électorale, nous avons plusieurs innovations sur la loi électorale. Nous avons Singhi Pouloulou aujourd'hui qui dit aussi que pour être candidat à l'élection, votre femme doit nécessairement être de nationalité congolaise. Nous avons aussi la loi de père et de mère congolais. Monsieur Mathieu va essayer un peu de nous éclaircir comment est-ce qu'il juge en fait ces différentes propositions proposées à l'Assemblée nationale. Non, mais vous savez, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons un vrai problème d'abord d'occupation des Congolais et puis la modernisation des secteurs administratifs, qu'ils soient territoires, qu'ils soient nationaux ou provinciaux.
et puis moderniser le secteur privé congolais. Je crois qu'aujourd'hui, on a passé plus de temps à comprendre comme si c'est uniquement dans le secteur non marchand qu'on va faire avancer la République démocratique du Congo. Le monde est en train d'évoluer, mais je crois qu'on doit laisser aussi à d'autres spécialistes de la République démocratique du Congo qui puissent avancer parce que nous sommes devant une crise majeure. Aujourd'hui, quand vous sentez bien d'un côté la Chine qui a amené notre politique et qui devient la télé du monde, qui impose ce capitalisme chinois avec leurs entreprises qui sont présentes, qui sont en train d'avancer. De l'autre côté, nous voyons que la Russie qui essaie aussi de peser dans sa façon. Et puis les Américains, les Européens. Au niveau de l'Afrique, nous voyons aussi que les puissants régionaux commencent à développer. L'Afrique d'ici devient modèle des économies africaines. Et les entreprises sont partout. Et puis le Maroc, le Ghana, le Sénégal, ainsi de suite. Je crois que nous, au cœur de l'Afrique, nous manquons un leader, territoire qui devient comme un hub, mais celui qui peut jouer comme un hub, c'est la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de réformes à faire, mais je crois que les réformes à faire à l'heure actuelle pour que nous puissions devenir un pays compétitif, c'est vraiment les réformes dans le terrain économique et social et administratif. C'est dans ces côtés-là qu'on va donner vraiment le vrai béquille dans le système collectif congolais, les innovations. Prenons par exemple les industries numériques qui est venu, et la plupart des États africains en a bénéficié, tels que le Kenya et les autres, ainsi de suite. Mais quand vous regardez la République démocratique du Congo aujourd'hui, l'Internet, nous sommes uniquement consommatrices. On n'est pas acteurs dans cette industrie. Je crois que les législateurs doivent chercher des voies et moyens d'abord à mettre des réformes que nous avons besoin aujourd'hui. Le financement n'existe pas en République démocratique du Congo pour les entreprises et pour le ménage dans cette économie qui est purement libérale aujourd'hui, mondialisée, et dans une économie de consommation. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'agriculteur congolais, on ne l'a pas donné la façon d'agir. Les commerçants congolais ou le commerçant qui a choisi la République démocratique du Congo pour faire des affaires, on ne l'accompagne pas, on ne consomme pas. Je crois qu'aujourd'hui, les députés doivent comprendre que la plupart des circonscriptions électorales congolaises n'ont pas d'emploi. Il n'y a pas de moyens. Regardez nos communes, regardez nos groupements, regardez nos territoires, regardez nos villes. C'est là, il faut innover en République démocratique du Congo. Et à l'allure où vont les choses, vous direz que réellement il y aura des élections en 2023? Mais moi, je pense qu'il faut se poser des questions. Pourquoi d'abord on organise des élections? On organise des élections pour faire avancer la communauté, pour faire avancer la nation. Mais les élections aussi ne tiennent pas compte uniquement dans la partie pour qu'on change, on fait tout ça. Tient compte aussi de l'enveloppe que la République représente dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les déficits sont énormes en République démocratique du Congo, madame. Ça signifie qu'aujourd'hui, la République doit avancer avec les deux pieds. Le deux pieds, nous devons, à balance commerciale extérieure, nous sommes faibles. Ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des nations africaines sont sur la place de Kinshasa ou dans des villes congolaises avec leurs entreprises. Il y a presque près de 20 ans, madame, on n'a jamais vu un dirigeant chinois en République démocratique du Congo, mais il y a toutes les entreprises chinoises ici. Vous comprenez? Mais ils sont présents chez nous, en ambassade et tout ça, ainsi de suite. On voit que la Chine gagne en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'il y a un équivalent du côté chinoise-congolaise? Non. Il y a presque des années, on n'a jamais vu, par exemple, un dirigeant de haut rang indien en République française, en République congolaise. Mais nous voyons mes homologues commerçants indiens qui sont présents ici. Nous devons changer la façon de composer la République démocratique du Congo. C'est vu qu'il y a des États, on ne voit pas le protocolaire plus que diplomatique, qui viennent ici, mais on voit ces éminents personnels, des éminents professionnels de ces États qui sont ici et par la compréhension des politiques publiques de leurs États. Maintenant, le politique public de la République démocratique du Congo doit cautionner aussi qu'il faut que les marchands congolais partent à l'international et gagnent aussi dans le marché domestique. Je crois que c'est l'une des réformes que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais je crois que les députés aussi doivent penser comment fait-il, nous avons par exemple 500 véhicules au niveau de l'Assemblée nationale, et la plupart des garages qui sont en République démocratique du Congo n'ont pas de travail. Vous comprenez? Comment fait-il celui qui est grossiste, fait le détail? Il y a beaucoup de réformes à faire, madame. Vous allez peigner sur votre garage aussi? Non, mais je crois que Spécial Auto au garage ne fait pas du mal. S'il a des contrats, si Spécial Auto a des contracteurs à la République démocratique du Congo, on va innover dans ce terrain. Vous savez, de ces côtés, on minimise, mais nous manquons
et l'épargne et la consommation structurelle. Bon nombre de jeunes gens congolais qui ont étudié ne trouvent pas l'entreprise là où il faut travailler. Aussi, Spécial Auto devient avec des contracteurs dans le marché congolais, il va rassurer. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse ici, on avait des marques françaises qui étaient en République. C'est parce que nous sommes une chaîne qui concilie la France et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les marques françaises doivent avoir aussi des professionnels congolais capables de louer des alliances. C'est pour cela qu'on a amené Spécial Auto Garage. Spécial Auto Garage est né en France. Est né dans une ville historique. Et la ville historique, c'est Château-Thierry. Il y a le feu de La Fontaine. Vous le connaissez, Jean La Fontaine? Et tout Congolais connaît La Fontaine. Monde, ouais. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est ça. Et l'auto-garage, c'est situé où ici à Kinshasa? Actuellement, nous sommes à Kinshasa sur des sites Gingabwa et Limité 12e mairie. Donc, c'est ça le vrai problème. Mais nous sommes venus au Congo pour être l'interface qui va concilier les industriels du monde et la République démocratique du Congo. Mais c'est à la République démocratique du Congo de nous accompagner, qu'ils soient les entreprises qui ont choisi la République démocratique du Congo, qu'ils soient les ménages congolais, pour que nous puissions les permettre. Aujourd'hui, les gens achètent des véhicules sans accompagnement. Nous avons des inflations. Vous savez qu'est-ce qu'on invente chez Spécial Auto Garage? Nous inventons des politiques d'accompagnement des consommateurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient particuliers. Rien qu'avec un petit abonnement, vous êtes suivi, accompagné chez Spécial Auto Garage. Je crois que les réformes que les élites doivent chercher aujourd'hui, c'est ça. C'est les réformes de chercher que la République démocratique du Congo puisse concilier le monde économique international et le monde économique qui sont à la République démocratique du Congo. Ok, monsieur Mathieu, nous allons essayer un peu de quitter la RDC pour aller au Burundi. Aujourd'hui au Burundi, nous avons le prix de carburant. Le prix des carburants a vraiment augmenté. Ça a aussi été le cas ici en RDC. Le vendredi passé, pendant le conseil des ministres, bien sûr, on a évoqué que la RDC et les Burundis ont signé un accord commercial. Mais nous voyons aussi qu'au Burundi, il y a maintenant le prix de carburant qui a augmenté. Ça a aussi été le même cas ici chez nous en République démocratique du Congo. Monsieur Mathieu, comment est-ce que vous jugez cela? Bon, la RDC est signateur de beaucoup des accords commerciaux. Il y en a même à l'international. La RDC vient de signer l'accord l'année dernière avec l'AGOA. L'AGOA est parmi les traités qui ont permis à l'Éthiopie qu'elle devienne attractive. Ça signifie que produire en République démocratique du Congo, faire rentrer le produit dans le marché américain sans taxe, ce qu'on appelle communément douane. La RDC vient de signer l'accord de libre-échange inter-africaine. Il n'y a pas, je crois que c'était aussi l'année dernière. La RDC a des traités régionaux dans la zone de la SADC, dans la zone CEMAC, ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, elle vient de signer dans la zone de l'Afrique de l'Est, et tout ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui reste à la RDC? Ce qui doit rester à la RDC, c'est de chercher des voies et moyens d'avoir des acteurs congolais qui peuvent travailler en synergie avec tous ces espaces commerciaux que nous signons des accords. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous ai dit au début de l'émission que le PCR des échanges en République démocratique du Congo dans le terrain marchand s'est fait à 95% dans l'indice de l'informel. D'où la nécessité d'accompagner les sociétés qui sont en République démocratique du Congo. Vous savez comment on accompagne une entreprise? Lorsque vous êtes en chômage de masse, lorsque vous êtes en période de crise, il faut utiliser des outils de politique budgétaire, de politique monétaire. Ça signifie que baisser la douane congolaise, parce qu'aujourd'hui, elle ne nous aide pas, permettre aux entreprises qui sont en République démocratique du Congo en difficulté d'avoir même le premier contrat, qu'ils puissent avoir des contrats. Parce que lorsque ces entreprises vont avoir le contrat, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, transformer l'industrie bancaire de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, la banque nous fait défaut. Il n'y a pas assez de liquidité. Il n'y a pas assez d'épargne. Il faut maintenant, si nous voulons être compétitifs dans ces zones monétaires ou des zones commerciales, il faut que localement, nous devons se repositionner, changer le politique monétaire de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Le flambé de prix dans le terrain énergétique. Vous voyez que dans tout le pays, ça existait. Nana Akufo au Ghana, qu'est-ce qu'il avait fait? Il baisse le grand salaire à l'auteur de 30%,
il essaye maintenant d'aller le compenser pour chercher à injecter de l'argent dans l'industrie entrepreneuriale, des milliards. Et il va aller compenser aussi à la pompe à l'hauteur de 10%. Donc c'est ça le vrai problème. Je crois qu'aujourd'hui, ces genres de traités, ça existe pour tous les États, mais maintenant, aujourd'hui, nous avons des déficits dans la balance commerciale extérieure. Pourquoi? Les acteurs locaux ne sont même pas accompagnés ni localement, ni pour aller à l'international. C'est d'où la nécessité de créer une banque publique d'investissement en démocratie du Congo avec une branche cautionnaire qui peut permettre... Nous sommes plus au Burundi, mais vous marquez... Oui, parce que le signataire de l'accord, c'est la RDC qui signe avec l'État voisin qu'on appelle Burundi. Ouais. La RDC a une vocation d'abord d'être un grand marché parce que la démographie Burundi peut bénéficier. Mais nous aussi, pour louer des alliances commerciales, c'est pour ça que j'ai dû la nécessité de tenir compte qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont en République démocratique du Congo sont en difficulté. Il faut les réorganiser pour que ces genres d'accords soient bénéfiques pour la RDC, aussi pour la partie burundaise. Parce que n'oublions pas que Burundi, c'est un pays enclavé. Or, nous venons de faire un port de bananas. Ça signifie que ce port-là doit être nos ports stratégiquement pour avancer aussi dans des pays qui sont enclavés. Je crois que ce sont des traités où on peut l'avoir. Maintenant, ils demandent une nécessité, une urgence du côté congolais d'accompagner les professionnels. Tous les pays du monde aujourd'hui, madame, quand vous allez, on vous cite les noms des grands patrons. Mais aujourd'hui, nous sommes en déficit en République démocratique du Congo, madame. Il n'y a pas de grands patrons. Mais citez-moi trois. Les Mathieu Takizala qui sont patrons, vous ne les donnez ni contrat, ni... Nous sommes là. Et voilà, donc c'est ça le vrai problème. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, quand vous allez au Nigeria, vous allez Dangote, Numelo, tout ça, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous savez vous-même comme journaliste. Donc je crois que les traités commerciaux, c'est qui peut le mettre en exécution, ce sont les acteurs sectoriels et les marchands. Et nous allons vraiment chuter avec cet élément du Mali. Le Mali aujourd'hui, il y a la France qui c'est aujourd'hui la France et qui ne plus ensemble avec le Mali, et aussi la radio France Internationale qui n'éloge plus dans ces pays. Maintenant, vous allez plutôt essayer un peu de nous éclaircir, c'est aussi d'éclaircir quelques téléspectateurs, la cause du déplacement de la radio France Internationale du Mali. Madame, le conflit malien et français commence par la zone des conflits. Il y a eu une force représentée par la France qu'on appelait à l'époque Barkhane. Non, je crois au niveau des Barkhane, c'était au niveau de Centrafrique ici. Et qui était pour aller lutter à des zones de conflit. Tombouctou, ainsi de suite. Après, ça passait vite. Et ces conflits-là, on a eu des présidents maliens qui ont quitté le pouvoir. Parce que ça ne passait pas. Là, de ces côtés, la politique gagne. Or, culturellement, historiquement, la France a des liens avec le Mali parce que pays qui a colonisé le Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a vu que la jeune génération des dirigeants maliens qui sont arrivés au pouvoir, les militaires, ont loué des partenariats avec les autres partenaires puissants internationaux, tels qu'il y a une présence des contingents d'une société russe qu'on appelle Wagner, qui sont même ici au niveau de Centrafrique. Et lorsque Wagner arrive au niveau du Mali, et la France n'a pas trouvé ça logique. C'est la guerre des puissants. Et automatiquement, aujourd'hui, les dirigeants qui sont à Bamako, pour eux, la présence des contingents, qui à l'époque c'était le président, dans les années 2010-2012, c'était le président Hollande qui avait dépêché cette équipe au niveau du Mali parce que les conflits prospéraient au Mali. Et c'était le président, je crois, si ma mémoire est encore bonne, le président Amadou Toumaré. Amadou Tété, je crois. Et lorsque ces générations qui arrivent des militaires ont loué des alliances avec Wagner. Et ils arrivent sur le terrain. Pour eux,
la France n'a plus droit d'être. Et il n'y a pas longtemps, vous avez vu des échanges entre le ministre français de la diplomatie, M. Le Drian, et le ministre malien de la diplomatie. Et on avait même demandé à l'ambassadeur français de quitter le Mali. Et les dirigeants maliens aussi ont demandé au contingent français de partir. Donc aujourd'hui, Bamako se trouve que le nouveau partenaire, disons, politiquement, et qui est le RIS, militairement, fait le boulot pour eux. Et la présence de médias français, pour eux, ça dérange. Et l'autorité de régulation audiovisuelle au Mali donne l'élément de pêche qui a quitté en disant les chaînes françaises ne respectent pas. Mais ça, c'est à chaque fois quand vous avez des conflits comme ça, vous voyez que directement, et comme aujourd'hui, vous voyez au niveau de l'Europe, la chaîne RIS n'émet plus. Vous savez, ça c'est plus dans des états-majors politiques. C'est purement politique. Ceux qui sont au pouvoir au Mali aujourd'hui trouvent que la présence des chaînes françaises dérange. Il faut que ça quitte Bamako. Ok. Monsieur Gédam, nous sommes vraiment arrivés à la fin de votre mission CEF Débat. CEF Débat a reçu dans son plateau Monsieur Mathieu Takizala, que je dis merci de sa présence aujourd'hui dans notre émission. Le plaisir est partagé. Nous sommes au service du monde francophone. Nous savons que cette génération a plus de gravité et les gravités ont été toujours épinglées ou soignées par des humains et surtout les communicants. On est là uniquement pour essayer un peu d'accompagner ce processus et surtout que le monde est vraiment en ébullition. Le monde francophone recule, mais je crois que c'est par l'esprit de travail que nous pouvons avancer. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.